Bonjour à tous et merci à ceux qui sont d'ores et déjà arrivés. Et je pense que ça va se remplir progressivement. C'est un plaisir pour moi d'accueillir ces 4 talentueux gérants qui participent pour la première fois à une convention Actualis. Et la petite particularité cette année, c'est qu'ils sont tous les 4 plutôt positionnés sur les valeurs européennes. Alors on y reviendra. Mais l'idée étant, après de nombreuses années où on nous dit que ce sera peut-être celle qui s'annonce, pourrait être l'année de l'Europe, on a des raisons de plus d'y croire avec la présence de ces 4 intervenants, parce que c'est à la fois lié au choix des partenaires et au casting qui a été fait par Actualis. Peut-être pour commencer, l'idée c'était plutôt que d'avoir trop d'informations sur vos sociétés de gestion qui sont bien connues. Et c'est aussi parce que moi, je trouve que c'est souvent des éléments importants de connaître les parcours des gérants pour mieux comprendre comment ils se positionnent aussi et mieux comprendre leur méthodologie de gestion. Et on va du coup commencer par Don, qui est irlandais. Et par fair play, on lui donne la parole en premier. Don Fitzgerald, je suis irlandais par nationalité, c'est pour ça que j'ai un accent quand même un petit peu différent peut-être, donc j'espère que vous avez patience pour mon accent. Donc mon parcours, j'ai commencé d'abord plutôt côté crédit. J'étais sur le corporate finance chez une grande banque américaine, j'ai passé le temps à Francfort, à Londres et ensuite à Paris. Et je voulais toujours devenir investisseur. Donc après, j'ai fait le switch, le changement pour devenir plutôt investisseur en dette des côtés. Donc j'ai acheté les dettes des sociétés en difficulté. Donc c'est un métier très niche et très spécial, mais un métier aussi assez passionnant. Mais ça donne aussi des avantages sur la partie action. Donc en 2007 à peu près, j'ai changé légèrement pour le métier pour devenir gérant, d'abord analyste et après gérant action sur les actions européennes. Et une petite anecdote, comment j'en ai fait cette évolution côté crédit, côté action. D'abord, la partie ennuyeuse, c'est que j'en ai fait le programme CFA, donc pour être au point sur tout ce qui est analytique et qualification, etc. Mais la partie peut-être plus intéressante, c'est que je me suis levé tôt un samedi matin. Je suis allé sur le salon Actionnariat à Port-Maillot et je harcelais en fait tous les gérants actions que je pouvais trouver, celui de la maison ici, mais aussi les autres maisons de la place. Et finalement, il y avait une place qui était disponible pour un gérant action chez Tocqueville Finance. J'ai commencé chez eux en 2006-2007. Pendant un an, j'étais analyste. Et après, j'ai repris un fonds qui existe encore, qui s'appelle Tocqueville Valley Europe, et je le gérais à ma façon jusqu'en 2015. Et après, DNCA est venu en contact avec moi et je proposais DNCA. À l'époque, ils n'ont pas eu vraiment une gamme action small mid. Et je me suis dit, il faut peut-être créer un fonds small mid, une opportunité. C'est une très belle niche de marché. C'est une niche de marché qui surperforme régulé. Et c'est dommage que vous n'êtes pas présent. Et donc, suite à ça, on a créé un fonds un petit peu, on a fait le fonds explicitement comme moi je pense que c'était peut-être la meilleure manière de le faire. Et on a lancé le fonds en 2016. Donc, peut-être que je m'arrête là parce que j'ai déjà pris quelques minutes là. Les performances plus tard. Sébastien. Bonjour à tous, donc Sébastien Ribeiro, je suis gérant chez Amiral Gestion. Ça fait 2 ans que j'ai rejoint l'équipe France d'Amiral Gestion et 15 ans que je travaille dans le domaine, j'ai toujours travaillé dedans. Donc au début chez Financière Arbevel, je vois quelques têtes d'entre vous, on s'est croisés là-bas. Donc Financière Arbevel, d'abord la partie qui était quasiment inconnue où on gérait de l'argent Friends and Family avec le fondateur, puis la partie qui a été rachetée par Sébastien Halvé et Jean-Baptiste Delabarre par la suite. J'ai quitté en 2012, c'est ça un peu en pleine crise de la zone euro, j'ai quitté Financière Arbevel pour rejoindre Keren et créer un fonds, là pour le coup très axé small cap, donc chez Keren Finance, que j'ai géré pendant 7 ans. Et j'ai quitté Keren mi-2018, j'ai pris un break avec ma famille, on est parti voyager un petit peu et je suis revenu en fin d'année 2019 et j'ai commencé tout début 2020 chez Amiral, donc quelques semaines avant le Covid. Merci. Hervé.
Merci, bonjour à tous. Alors je représente une équipe de gestion, si j'ose dire, donc je ne suis pas le seul gérant sur la stratégie à venir de Groupama. Donc je vais vous parler un petit peu de moi, mais aussi de mon co-gérant Stéphane Frankel. Alors pour ma part, je suis dans la gestion mid and small depuis 2007, donc ça fait 14 ans, pas très loin de Sébastien. J'ai toujours été mid and small, toujours avec une recherche de qualité, pure stock picking, pas d'avis sur la macroéconomie ou quoi que ce soit de cet ordre-là. C'est réellement chercher les valeurs qui, pour elles-mêmes, réussissent à bâtir de la croissance, à gagner des parts de marché et qui ont leur propre histoire de devenir. Ma dernière expérience, c'était au CMCIC où j'ai géré le fonds éligible au PEA-PME, donc qui s'appelait CMAM PME TI Action et qui a eu quelques prix et on va dire des bonnes performances. Et donc j'ai rejoint Groupama en début d'année, où j'ai rejoint Stéphane Frankel, donc, qui est également un spécialiste de la classe actif. Au sein de son parcours, il y a eu entre 2005 et 2015, il a été co-gérant de Flinvest Entrepreneur, par exemple. Et donc, il a également un très long track record sur le mid and small. Et sa dernière fonction, outre d'être directeur de la Banque Postale AM et Tocqueville, il gérait le fonds Tocqueville Technologies SR, ce qui fait un grand intérêt puisqu'en fait, ça a créé beaucoup de synergies au sein de la classe active qu'on gère, les mid and small, avec un biais technologique et innovation qui est réellement intéressant. Au sein de l'équipe, il y a également Maxime Prodhomme qui nous a rejoint fin juin et donc maintenant on fait vraiment une team très soudée pour réussir à trouver les meilleures sociétés. Merci. Louis, pour finir, qui est un fidèle, lui. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Donc moi, Louis de Fels, donc pur produit de chez Gay-Lussac Gestion, donc ex Raymond James. Donc après un stage aux États-Unis fin 2006, voilà, donc ça va faire bientôt plus de 14-15 ans maintenant que je suis fidèle. J'ai gravi tous les échelons. J'ai commencé à être stagiaire, puis analyste, puis responsable small et mid cap, patron des gestions et enfin directeur général et associé. Voilà, parce qu'on a pu reprendre notre indépendance il y a un an. Donc maintenant, Gay-Lussac Gestion, c'est une équipe française 100% indépendante et appartenant à ses dirigeants. Et ce qui est important, c'est que je suis là aujourd'hui devant vous, mais c'est vraiment une équipe de 7 personnes avec un process très strict, on en parlera tout à l'heure, que certains d'entre vous connaissent, qui sont responsables donc, de la gestion chez Gay-Lussac Gestion. Merci. On va poursuivre avec Louis. Du coup, la gamme action chez vous, c'est combien de fonds et combien d'actifs totaux gérés? Alors chez Gay-Lussac Gestion, on a à peu près 1,7 milliard aujourd'hui sous gestion, répartis en 3 activités, l'épargne entreprise, la gestion privée et la gestion collective. Concernant la gestion collective, il y a à peu près 6 fonds. Il y a quasiment 4 fonds actions pures, donc un fonds microcap France, un fonds microcap Europe, bientôt un fonds microcap Monde, un fonds small et mid et un fonds flexible, et enfin un fonds plus patrimonial qui s'appelle Héritage. D'accord. Et en gestion collective, le cumul des actifs alors? On doit être à peu près un peu plus de 600 millions aujourd'hui maintenant. Merci. Hervé, peut-être? Oui, alors nous, donc on a 4,5 milliards d'encours sur la poche Mid and Small qui se répartissent en 3 fonds. Donc un premier fonds qui est le fonds historique qui date des années 90 qui s'appelle Groupama Avenir Euro avec un track record vraiment excellent dans la durée. Donc qui est, comme son nom l'indique, focus sur les sociétés Mid and Small de la zone euro. Ensuite, nous avons un second fonds qui est J-Fund Avenir Europe, qui s'élargit, entre guillemets, qui élargit en fait la même stratégie, mais à la zone européenne, donc qui inclut la Suisse, la Norvège, le Danemark, par exemple, mais aussi la Suisse et le UK. Et enfin, nous avons un fonds qui s'appelle J-Fund Avenir Small Cap, donc qui est éligible au PEA-PME, et dont l'objectif est de détecter le plus tôt possible en fait les sociétés qui rejoindront les fonds mid-cap dans l'avenir. Donc c'est exactement la même philosophie de gestion, mais concentrée sur des capitalisations plus petites. Sébastien? Alors chez Amiral, on a un peu plus de 4 milliards d'encours d'actifs. Il y a le fonds que vous connaissez tous, Grand Large, qui fait 1,3 milliard
dans ces plus de 4 milliards. Derrière, on a un fonds obligataire, de la gestion privée, donc tout ça, ça compte pour 700 millions d'euros. Et le reste, c'est vraiment de la gestion action. Le gros de la gestion action, c'est small mid européenne. Et aussi, on a de la gestion monde, et notamment Asie. Et dans la gestion de small mid européenne, il y a une partie dans les fonds que vous connaissez qui sont distribués, une partie qui est sous mandat pour des institutionnels de la place. Merci. Don, du coup, c'est plus simple. Si on parle que de votre fonds. Donc, le fonds qu'on a créé en 2016, il est autour de 300 millions, c'est un fonds de Pan-Europe. Mais on est aussi en équipe maintenant. En fait, quand j'ai créé le fonds, j'étais un peu seul j'étais pas très épaulé en fait pendant un moment. Et là, depuis mi-cette année, on a créé un nouveau pôle de gestion small mid parce qu'on a récupéré, en fait, on a fusionné avec une équipe. Autre équipe small mid de la place, c'est le ex-gérant de Ostrom. Donc, tout combiné maintenant, ça donne une pôle de gestion sur le small mid européen proche de 2 milliards. Mais c'est particulièrement le fonds Archer que moi je m'occupe. Merci. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, l'idée, c'est pas de refaire la présentation macro de ce matin, mais peut-être d'avoir vos sentiments ou les sentiments de vos maisons sur les actions d'un point de vue global et peut-être se recentrer après sur ce que vous pensez des marchés européens en particulier et peut-être nous donner quelques éléments d'appréciation de l'évolution de vos fonds sur les 2 dernières années, par exemple, pour un peu mieux comprendre où on se situe et peut-être aussi mettre ça en perspective avec la résurgence du Covid des derniers jours et comment ça a pu impacter les performances sur les 2 dernières semaines. On va commencer avec Sébastien en bout de table. Le sujet le plus compliqué, vous me le donnez à moi, Stéphane, merci. Comment ? Le sujet le plus compliqué, vous me le donnez à moi. Non, mais on va... Non, mais je vais essayer de vous donner notre point de vue. Alors c'est vrai que nous, on ne fait pas tellement de macro, mais on est observateur de notre environnement. Et ce qu'on constate cette année, mais qui est vrai depuis plusieurs années, au moins 2-3 ans, c'est une forte polarité des marchés, d'abord géographique, entre l'Europe et les US. Stéphane, vous l'avez dit en introduction. Entre les larges et les small et les mid-larges, donc avec une surperformance assez marquée depuis que j'ai quitté, alors ça n'a aucun lien bien sûr, mais depuis que je suis parti mi-2018, en fait on a une surperformance des larges qui est assez notable. Pendant la période de Covid, on s'est dit qu'il y avait peut-être un inversement là-dessus, mais en fait ça a été d'assez courte durée, et vous voyez cette année les larges font une performance quelles que soient les zones géographiques, enfin, notamment en Europe, mais quelles que soient les zones géographiques assez fortes. Moi, je vous donnerai mon point de vue là-dessus, et je pense que voilà. Et après, entre les valeurs value et les valeurs de croissance. Donc, en fait, on a cette triple polarité-là qui perdure. Et c'est vrai que nous, le positionnement d'Amiral, depuis quelques temps, mais aussi un peu un positionnement historique, ça va être d'être très européen, asiatique aussi. La zone Asie, on trouve beaucoup d'opportunités, donc très exposé à ces zones, plutôt small mid. Ça veut dire qu'on peut quand même monter jusqu'à 5 milliards de de capitalisation boursière, mais plutôt small mid, et avec un biais value. Alors le biais value, c'est devenu un peu un gros mot chez tout le monde, enfin chez beaucoup en tout cas. Value chez nous, c'est dans le sens académique. On ne cherche pas les sociétés de mauvaise qualité qui n'ont pas de croissance. Comme tout le monde, ces sociétés-là ne m'intéressent pas trop. On cherche des sociétés, donc effectivement, parfois sous les radars, qui sont mal comprises ou qui sont à une période de leur vie qui poussent les investisseurs à moins bien valoriser leurs fondamentaux, mais avec des perspectives de croissance. Enfin, moi, dans mon fonds, on reviendra dessus, mais moi, je suis coordinateur d'un fonds chez Amiral. Dans mon fonds, donc, qui est plutôt français, et small mid, on a des tas de valeurs qui sont leaders de leur marché, qui sont souvent des marchés mondiaux et des secteurs de niche, mais on parle de plusieurs milliards d'euros de marché. Donc voilà. Et donc pour revenir vraiment sur ce le sentiment. Le sentiment, c'est qu'aujourd'hui, alors tu voulais pas faire de macro, donc je vais pas rentrer dedans. Ce qui est à la bouche de tout le monde, c'est la hausse des taux, le tapering. J'ai pas d'avis là-dessus. Le cadencement de la hausse des taux, même si je le savais, il y avait un grand investisseur qui disait ça, il n'en ferait pas grand-chose. Moi, c'est à peu près la même chose. Par contre, son impact sur les sociétés est assez important. Et donc, nous, ce qu'on voit aujourd'hui beaucoup, enfin, le sujet quand on rencontre les sociétés, c'est l'inflation. Et
et les pénuries. Et sur l'aspect inflation, les pénuries, bon, je laisse chacun se faire son avis là-dessus, même si elles peuvent durer, notamment dans certains secteurs, encore une bonne partie de l'année 2022, on est quand même sur des éléments conjoncturels, et donc peut-être on a passé le pire. Et sur l'inflation, qui est vraiment le sujet, pour le coup, je verrai mes confrères, mes collègues, ce qu'ils en pensent. Dans beaucoup de sociétés, pour nous, c'est vu de manière assez positive. Il y a des sociétés dont les modèles économiques en profitent directement dans la distribution, etc. Et des distributeurs d'acier, et même un distributeur, on est actionnaire de Monsieur Bricolage. Monsieur Bricolage, il est très content que son fournisseur augmente le prix des perceuses de 5%, parce que lui, il le répercute, ça fait une meilleure absorption des frais fixes, il arrive parfaitement à le répercuter. Donc les modèles économiques l'intègrent pleinement. Et puis on a des sociétés aussi qui ont des très bons pricing power et qui sont capables de passer des hausses de prix assez importantes, qui font plus que couvrir cette inflation. Donc en fait... Et c'était pas intuitif pour moi au début, les acteurs revoient ça, voient le retour de l'inflation de manière assez positive. Alors vous allez me dire, on n'a pas encore vraiment la partie compliquée de l'inflation, là c'est les matières premières, après il va y avoir les salaires. Très bien, la réalité c'est qu'aussi les matières premières, on peut imaginer que ça va se calmer, en tout cas revoir, et quand on regarde historiquement, et après je m'arrête, promis, l'inflation en fait... Quand elle est une hausse de l'inflation, quand elle est mesurée, qu'elle n'est pas brusque et qu'elle est bien communiquée, elle est assez bonne en fait pour la classe d'actifs actions. Quand on regarde la corrélation entre la hausse des taux et la classe d'actifs actions, notamment small mid, c'est assez positif en réalité. Donc c'est vraiment le ressenti qu'on a aussi sur le terrain, avec vraiment des sociétés, passer les sociétés qui ont des effets cliquets, vous savez, qui ne peuvent pas augmenter les prix tout de suite, parce que c'est des contrats de construction, etc. Passer ces sociétés-là qui ne sont pas majoritaires, c'est quelque chose qui est assez bien pris d'une manière générale. Enfin, nous, c'est nos constatations depuis la rentrée, quoi. Peut-être Louis pour poursuivre. Moi, quasiment depuis 15 ans que je suis dans les marchés, j'ai connu les banques centrales qui sont arrivées là depuis, vous rappelez, la crise de 2008. Et on m'a toujours appris quelque chose, ne jamais se battre contre les banques centrales. Et clairement, la seule erreur pour dire que le marché pourrait baisser, c'est une erreur de la communication des banques centrales. Pour l'instant, Christine Lagarde, elle fait tout. Elle a clairement dit que les taux allaient rester bas pendant très très longtemps. Jérôme Powell, même s'il a la pression un peu de l'inflation, il va accélérer le tapering. Mais qui veut dire tapering ne veut pas dire réduction du bilan de la Banque centrale. Ça veut dire que jusqu'à l'été prochain, il y a encore 600 milliards qui vont être injectés par la Banque centrale américaine et quasiment 2000 milliards au niveau mondial. Et quand vous savez que le marché est 100% corrélé au bilan des banques centrales, c'est pour ça qu'on reste très positif, nous, sur le marché. C'est vrai que très régulièrement, on nous dit, chez Gay-Lussac Gestion, vous êtes toujours assez optimiste, quand on est dans les différents plateaux, dans les interviews que je peux donner aux journalistes. Néanmoins, aujourd'hui, quand vous regardez ce qu'on appelle l'equity risk premium, vous savez, donc c'est le rendement par rapport au taux 10 ans sans risque, on est encore à 3,5 ou 4,5 selon les pays, donc au-dessus de la moyenne des 30 ans. Donc on favorise complètement les actions par rapport aux obligations. Peut-être juste nous redonner les perfs du small cap, par exemple, sur les 2 dernières années, et puis après ça. Donc depuis le début de l'année, on est à peu près on a 2 fonds de micro-cap France, doit être à 33, 34, et à peu près la même chose, peut-être 1% de moins pour notre fonds micro-cap Europe, 32. On avait fait plus de 20 aussi l'année dernière. On est quasiment revenu à la level plus haute historique à l'instant T. Pourquoi ? Parce que notre process de gestion, c'est peu bateau, on est très low vol, low beta, momentum, à savoir des valeurs vraiment de qualité. Donc on n'a pas du tout de valeurs cycliques, pas du tout de valeurs super endettées. Et c'est vrai que quand le marché était très risk-off avec l'arrivée du nouveau variant, plutôt il y a ce qu'on appelle un safe to quality, quoi. Et dans ces cas-là, nous, on en bénéficie un peu. On a à peine baissé, nos fonds ont à peine baissé d'1%. Et très rapidement, sur la journée du lundi, là, on est revenu quasiment sur les levels plus hautes historiques. Donc en ligne avec notre process de gestion. Donc la baisse du 26 novembre, quasiment un non-event aujourd'hui. C'était un non-event. Pourquoi ? Parce que voilà, c'était vraiment, rappelez-vous, c'était un risk-off. Qu'est-ce qui a baissé ? C'était les matières premières, les bancaires, les cycliques, toutes les valeurs qui n'ont pas forcément beaucoup de visibilité. Et nous, notre process et notre philosophie de gestion chez Gay-Lussac Gestion, c'est de jamais être les meilleurs quand les marchés vont exploser à la hausse. C'est là où c'est les cycliques qui vont surperformer. Nous, c'est d'être vraiment... On peut très fortement se décorréler des indices. Pendant le mois de novembre, à l'annonce des vaccins, on était quasiment le dernier fonds. Les marchés avaient explosé à la hausse. Nous, on avait très très peu monté. Pourquoi ? Parce que nos valeurs avaient plutôt très bien résisté avant. Et c'est plutôt des valeurs de défensive qualité. Et c'est vrai que quand le marché est risk-off, c'est comme pour notre fonds flexible. Le fonds flexible a perdu à peine 0,20% sur le jour de vendredi. Et dès le lundi, on a quasiment repris 0,35. Donc quasiment, notre fonds flexible, de nouveau aussi, aujourd'hui, est revenu vers le plus haut historique. Pourquoi ? Parce que
tout ce qui est un peu risk-off quand il y a des turbulences de marché, là, on va résister très bien. En revanche, si vous avez un scénario où l'économie repart à fond et que tout repart à fond et que c'est les cycliques, les bancaires, tout ça qui repartent, ben là, à ce moment-là, nous, on fait le dos rond, on sous-performera. Donc clairement, notre politique de gestion, c'est de vraiment offrir cette récurrence de performance sur le moyen long terme en pouvant quand même s'écarter des indices et surtout en ayant des drawdowns très très limités. Merci. Hervé, pareil, après 2 années, du moins, 2020 a été exceptionnel, cette année encore. Juste une idée des performances et comment on se sent par rapport à ça. Pas en arriver à la conclusion tout de suite si le potentiel il est devant ou derrière nous, mais mieux comprendre où on se situe aujourd'hui. Alors effectivement, donc on a eu 2 années évidemment très chahutées, qui ont été par moments un peu chaotiques pour tout le monde. Nous, on regarde toujours la macroéconomie à travers nos sociétés à nous. On est des purs stock pickers, donc on regarde toujours ce qui se passe au reflet de ce prisme-là. Nous, notre philosophie de gestion, c'est réellement d'avoir les meilleurs modèles économiques, très forte qualité, des managements que l'on veut exceptionnels, et une croissance très solide qui est souvent due en fait à des choses un peu mécaniques, c'est-à-dire un disrupteur par exemple qui rentre dans un marché, qui possède quelques pourcents de parts de marché et qui mécaniquement en fait va envahir son marché, et donc on comprend tout de suite que la croissance est absolument mécanique. Alors, à l'aune de ce prisme-là, maintenant, quand on regarde sur nos sociétés, en fait, de 2019 à 2021, il y a eu plusieurs défis structurels qui ont été réellement très difficiles pour les sociétés, qui sont évidemment gérer la production, qu'elle soit matérielle ou immatérielle d'ailleurs, durant le Covid. Il y a eu ensuite toutes les ruptures des chaînes logistiques. On a vu que ça a eu des impacts importants. On parle toujours dans les semi-conducteurs, par exemple, toutes les répercussions que ça peut avoir dans l'ensemble de nos produits dans la vie courante. Et le troisième défi, c'est l'inflation depuis, disons, mars. Sur ces 3 défis, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que nos sociétés ont réellement réussi à les traverser de manière absolument brillante, grâce à leur management. Nous, on considère que c'est vraiment ça qui a fait la différence. Lors du Covid, on a plusieurs sociétés, par exemple, qui ont profité des arrêts d'usines pour reconfigurer totalement leur manière de produire, ce qui fait que lorsque les usines ont réouvert mi-mai, en fait, elles produisaient beaucoup plus efficacement qu'1 mois et demi plus tôt. En ce qui concerne l'approvisionnement logistique, on a vu chaque fois, aucune de nos sociétés n'a eu de problème logistique pour fournir ses clients, et c'est très important. Et sur la troisième problématique d'inflation, eh bien d'être sur les meilleurs modèles économiques avec une très forte qualité, c'est ce qui a permis à nos sociétés finalement de répercuter toutes les hausses de prix très rapidement. Et comme elles sont très organisées, en fait, souvent, elles se sont aperçues des hausses de prix nécessaires avant même qu'elles soient impactées. Je donne un exemple classique. Aujourd'hui, une société bien organisée, elle suit ses matières premières. Et en fait, les matières premières qui rentrent dans la production de ces produits, qui vont être achetés par ces sous-traitants, en réalité, vont ne les impacter que 3 mois ou 6 mois après la hausse de l'acier, typiquement. Et donc, ce qui s'est passé pour nos sociétés, c'est qu'elles ont vu l'acier flamber en février-mars. Elles ont dit tout de suite, il faut qu'on organise une hausse de prix généralisée sur tous nos produits. Résultat, elles ont monté les prix avant même de devoir payer l'acier au prix qu'elles avaient, entre guillemets, estimé par avance. Et donc, concrètement, qu'est-ce que ça a donné sur nos sociétés? Si on regarde un peu les chiffres réellement microéconomiques, les fondamentaux, de 2019 à 2021, ils ont eu une croissance CAGR qui a été de 23% par an, et leur marge qui était en moyenne un peu au-dessus de 16% en 2019, en 2021, elles sont au-dessus de 18%. Donc en moyenne, le résultat opérationnel courant de nos sociétés est plus que 50% supérieur à celui qu'il était en 2019. Donc on a réellement réussi à très bien traverser la crise. On est très content de ça, en fait. Nos sociétés ressortent de la crise plus fortes. Et on pense que pour 2022, elles sont extrêmement bien positionnées pour continuer à gagner des parts de marché. J'étais un peu long. Merci. Mais... Non, mais Don, je crois qu'on va se rapprocher du discours. Pareil, les perfs sont au rendez-vous depuis 2 ans. Et ça s'explique plus ou moins de la même manière ou pas chez vous? La question, c'est plutôt sur le fond. Sur le fond, oui, bien sûr, sur le fond. Ok. Le fonds était créé en 2016
Et depuis la création, le fonds a fait une performance annualisée autour de 15 ou 16%, qui donne une surperformance autour de 5% annualisé. Et ce que je pense est intéressant, c'est que c'est une performance qui est très régulée. Donc, il a surperformé le marché chaque année. Il y avait une petite période en 2018 où pendant 6 mois, le fonds a surperformé. Et je suis très ouvert dessous. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le fonds, il avait peut-être 2-3 valeurs en portefeuille qui posaient problème. Et je pense que depuis, j'ai jamais eu une sous-performance. C'était une sous-performance de 6 points en 2018, quelque chose qui m'est jamais arrivé auparavant. Et dans l'été 2018, j'ai revu le processus de gestion. Donc, je me suis remis en petit peu en question. On a amélioré le processus de gestion et depuis ce moment-là, le fonds surperforme encore chaque semestre, fin 2018, 2019, 2020 et 2021. Avec aussi une volatilité qui est inférieure au marché. Et un autre point qui est un peu différent de cette fonds, peut-être, c'est sans valorisation excessive. Parce que le fonds a une ratio de valorisation à peu près 20, 25%, 30% moins cher que le moyen de fonds. Avant d'évoquer ces aspects-là, du coup, la question sera la même pour tous les intervenants, mais s'il fallait résumer en quelques minutes, en 2-3 minutes, l'ADN, la méthodologie de gestion de ce fonds que vous gérez depuis 2016 et dont vous êtes le créateur, Don. C'est un fonds stock picking. Mais c'est un fonds sans biais de style trop important. Donc l'idée, c'est blend. C'est un fonds qui est un mélange entre des sociétés. Toutes les sociétés en portefeuille sont des sociétés avec des perspectives de croissance intéressantes. Donc ils doivent avoir une croissance organique au minimum en ligne avec l'économie, mais généralement bien au-delà. Mais on essaie d'identifier aussi des suggestions qui sont en changement. Donc, ils ont un petit peu en évolution très positive, soit parce qu'ils améliorent le business model, soit parce qu'ils ont un changement de stratégie, un changement de périmètre, quelque chose de positif qui prévoit une hausse de valeur intrinsèque importante. C'est les 3 compartiments chez vous. Donc, oui, donc il y a 3 compartiments. Un compartiment sur les sociétés fiables, de croissance plutôt visible. Donc, ça, c'est à peu près la moitié de portefeuille. Après, les peut-être internes de portefeuille, c'est des sociétés plutôt en changement en interne, on va dire. Et la 3e poche, c'est des sociétés qui sont très, très fortes dans leur niche, qui sont en bilan très sain, mais pour un facteur exogène, leur a un petit peu touché, leur fait un petit peu de mal à court terme. Et nous, on essaie de se placer quand personne n'en veut cette entreprise-là, pour profiter de le rebond quand c'est vient. Et quand on met les 3 poches ensemble, ça donne un portefeuille qui est assez blend, assez balanced, assez tout-terrain. Et c'est pour ça qu'on arrive à performer dans les différentes phases de marché. C'était le cas l'année dernière. Le fonds a bien fait en début d'année quand c'était un monde très impacté négativement par le Covid. L'économie était faible. Donc, le style de gestion qui marchait, c'était la gestion en croissance visible. Nous, on a surperformé. Et la fin d'année avec le vaccin, le rallye cyclique, le rallye value, nous, on a continué à plutôt aussi surperformer le marché. Donc, ça donne un portefeuille plutôt balance, plutôt tout-terrain. Sébastien, pareil, chez Amiral qu'on connaît bien, la méthodologie, l'ADN, le fonctionnement des équipes. Je pense que c'est intéressant parce que c'est encore assez différent pour chacune des structures qui sont représentées. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais Amiral, c'est une société qui est 100% indépendante également aussi et qui appartient à ses dirigeants et à ses salariés. Et le point, il est important parce que c'est ce qui fait, ça fait partie de notre ADN et ce qui a généré en fait notre process de gestion. Aujourd'hui, chez Amiral, vous voyez, moi je gère un fonds qu'on a lancé l'année dernière, mais en fait, je suis coordinateur de ce fonds-là. Il y a 4 gérants dans ce fonds-là, on a chacun des poches et chacun est indépendant dans sa poche. Donc c'est vraiment ça. Hein. Donc ce qui va varier, c'est les poids des poches entre les différents intervenants. Donc typiquement, les gérants les plus seniors vont avoir un poids un peu plus important, mais ça permet aussi d'inclure des juniors qui vont être
avec des portefeuilles plus concentrés, des idées qui vont être un peu plus, peut-être un peu plus différentes des nôtres et aussi à intégrer. Et en fait, cette gestion, donc on appelle ça la gestion en sous-portefeuille, ça apporte plusieurs choses. C'est qu'on a toute la force d'une équipe. Donc les 4 personnes, en fait, elles sont pas choisies au hasard. On est 15 dans l'équipe de gestion Small Mid Europe chez Amiral. Donc on choisit des profils qui vont être assez différents. Donc chacun comme ça va avoir son identité. Et le fait, donc, on va avoir cette force de l'équipe avec la force de l'échange, on va se challenger, on a beaucoup de respect entre nous et beaucoup de bienveillance, mais on n'a aucun problème à se dire aussi quand on pense que l'autre raisonne mal ou qu'il voit pas tout. Et on n'a pas la faiblesse que demande la gestion collégiale d'atteindre du consensus, parce que la réalité, enfin nous en tout cas sur les sociétés qu'on affectionne beaucoup, elles sont rarement très consensuelles. Donc en fait, si on attend l'atteinte d'un consensus pour bouger, généralement on se prend un peu les pieds dans le tapis. Donc voilà, c'est ce qui fait un peu notre force et ça permet, aux gérants les plus seniors de se remettre en question parce qu'ils peuvent être challengés par le membre le plus junior de l'équipe. Moi, pour vous donner, je cite de temps en temps cet exemple parce qu'il m'avait fait sourire. Quand j'ai repris mes fonctions chez Amiral, donc j'avais un beau parcours chez KRN, j'avais des belles performances, etc. Et il y avait un junior chez Amiral qui venait d'arriver. La première idée d'investissement que j'ai poussée dans le fond, il me dit, il est assis à côté de moi, il me dit, je pense que t'as pas raison. Enfin, il m'a pas dit ça comme ça parce qu'il est poli, mais donc lui qui venait de sortir d'école, il était capable de me pousser un peu. C'est vrai que moi, c'est une société, la société, peu importe. En fait, c'est des sociétés qu'on connaît depuis très longtemps. Peut-être que de temps en temps, on voit pas tout ou on a des œillères sur certains points. Donc voilà. Donc en fait, ça nous permet de nous challenger tous. Et encore une fois, ce qui est important, c'est d'avoir au final, ça donne au final des portefeuilles qui sont assez équilibrés. Pas trop diversifiés avec cette méthode ? Eh ben non, en fait c'est vrai que vous avez raison, on pourrait se dire qu'au final ça donne un peu un méli-mélo, un truc avec plein de lignes et peu concentré. Alors la réalité c'est que c'est vrai qu'on peut avoir beaucoup de lignes, mais avec un top 20 qui est toujours supérieur à 60%, donc des portefeuilles qui sont assez concentrés, parce qu'en fait le but, chacun peut faire ce qu'il veut dans son sous-portefeuille, mais le but c'est d'aller convaincre quand même son copain, et donc au final, quand une idée devient consensuelle, et en termes de gestion des risques, c'est pas mal aussi, c'est une société qui a plus de poids dans le portefeuille. Donc on arrive au final avec des portefeuilles qui sont assez équilibrés, mais tout de même bien concentrés sur des convictions très fortes. Merci. Hervé, encore une autre manière de travailler, c'est du binôme, là, avec 2 gérants très expérimentés. C'est même plus qu'un binôme, c'est un trinôme, puisqu'on a un analyste gérant, donc Maxime Prodhomme, qui est avec nous. En fait, notre philosophie de gestion est la suivante. On a un univers qui est très large, qui compte environ 2300 valeurs dans l'univers Europe, Mid and Small. Sur cet univers-là, ce qu'on cherche, c'est réellement le meilleur du meilleur. C'est vraiment l'essence absolue de notre philosophie de gestion. Et donc, ça donne dans le portefeuille environ 45 valeurs. Donc, on a une sélectivité. C'est vraiment notre maître mot, notre mot-clé. Et sur ces 45 valeurs, comme on est investi sur de très longues périodes, 5, 7, 10 ans, en fait, on a besoin de trouver 5 à 6 bonnes idées par an à mettre nouvellement dans le portefeuille. Donc, notre travail, c'est en réalité réellement de labourer le terrain au maximum pour ne trouver que 5 à 6 valeurs. On est 3. On cherche quelque part un objet parfaitement sphérique, le plus idéal possible. Et donc, le fait d'être 3, c'est ce qui nous permet, comme on a exactement la même philosophie de gestion, si on est 3, vous voyez, vous avez une sphère. Si on le regarde tout seul, on voit simplement un disque. Si on regarde sous un autre angle, on voit un deuxième disque, et puis un troisième angle, un troisième disque. Si on a 3 disques, il y a de fortes chances que ça soit une sphère. C'est un peu ça notre manière d'aborder les choses. On a 4 piliers quand on regarde une société. Le premier, c'est la qualité. C'est l'ensemble des paramètres qui font qu'une société est en réalité équipée réellement comme une forteresse qui peut résister à peu près à tout ce qui lui arrive. Et je vous l'ai montré dans ma réponse tout à l'heure que effectivement le Covid a révélé que nos sociétés étaient d'excellente qualité et résistaient à tous les assauts qu'il peut y avoir dans la vie économique d'une société au final. Donc une fois qu'on a passé ce pilier qualité, on a le pilier croissance. Ce que l'on recherche, ce sont réellement des croissances qui soient mécaniques,
qui soit réellement dans la durée. On cherche 10 ans de croissance mécanique devant nous. On ne se limite pas à 2-3 ans d'un cycle ou des choses comme ça. Réellement quelque chose de vraiment long terme. Et que cette croissance génère réellement de la valeur, c'est-à-dire qu'elle se fasse à marge confortable. On n'investit pas dans des sociétés typiquement Internet qui sont obligées d'investir 100 millions par an pour essayer de faire de la croissance. Nous, nos sociétés sont rentables et elles sont capables de générer leur croissance, enfin d'autofinancer leur croissance. C'est un point réellement très important. Et dernière chose, on aime qu'elles aient un levier opérationnel, parce que le levier opérationnel, c'est la petite chose magique qui fait que lorsque vous faites 10% de croissance de chiffre d'affaires, ben votre résultat va croître à 15 ou 20%. C'est un démultiplicateur fantastique des performances. Ensuite, on regarde la valorisation. Donc, on a des ratios qui sont... on en parlera un peu plus tard de la valorisation. Oui, d'accord. Louis, pareil. Pareil, processus assez original, en ligne avec la philosophie dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir offrir cette fameuse récurrence de performance, parce que trop souvent, on oublie que c'est vraiment dans le temps que l'on gagne de l'argent en bourse. Vous vous rappelez les fameux intérêts cumulés, parce que quand vous faites 7% de performance par an, vous doublez votre capital tous les 10 ans. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est magnifique à la hausse, mais qui peut être dévastateur quand le marché baisse, parce que quand le marché perd 50%, il faut faire x2 pour revenir à zéro. Donc ça, c'est notre philosophie, je vous en avais parlé. Et on a créé avec toute l'équipe un processus de gestion qui est assez strict et normé, qui est en 4 étapes. Il y a vraiment l'étape numéro 1 et 4 qui est vraiment très quantitatif. Les premières étapes, c'est on va vraiment filtrer l'univers d'investissement avec des filtres de low vol, low bêta et momentum. Donc faible vol, faible volatilité. Faible bêta, c'est faible décorrélation. Et aussi le momentum, la dynamique de performance positive. Et c'est vrai que quand vous prenez ces 3 filtres, le résumé de tout ça, c'est vraiment qualité. Parce que quand vous êtes très très peu volatile, c'est que vous avez une forte visibilité, vous avez une forte marque, un fort pricing power, etc. Donc ça, rien que cette première étape, vous savez déjà dans quoi vous mettez les pieds. C'est ça ce qui est très important, c'est de retirer le plus possible le biais humain. On a une étape 2 qui est vraiment très top-down, c'est-à-dire on va voir la macroéconomie, on va voir des thématiques d'investissement. Donc là, on travaille pour cela avec Jean-Pierre Petit, des cahiers d'économie que vous connaissez sûrement. L'étape numéro 3, qui est la partie plus stock picking. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup les gens sont très momentum, vont regarder les comptes de résultats. Mais comme nous, on peut être fortement s'écarter des benchmarks. On va regarder avant tout la génération de free cash flow. Parce que ce qui génère de l'argent, c'est quand vous générez du free cash flow année après année sur le moyen long terme, vous ne pouvez pas perdre d'argent en bourse. Ça, c'est très important. Et la 4e étape, c'est vraiment ce qu'on appelle une approche en budget de risque. C'est-à-dire qu'on va classer de 1 à 50 nos valeurs de la moins risquée à la plus risquée. Et on aura tendance à surpondérer les valeurs les moins risquées, équipondérer celles en milieu de risque, et sous-pondérer les valeurs les plus risquées. Et en fait, ce process va permettre complètement de retirer le biais humain et émotionnel, à savoir que trop souvent, nombre de gérants, vous savez, tout le monde a déjà vendu du L'Oréal, du Apple et du Hermès et on leur achetait plus haut. Et bien nous, tant qu'une valeur va rester dans les premiers tiers, c'est-à-dire dont le risque relatif n'augmente pas, on va se laisser porter, même si elles sont chères. On sait tous que L'Oréal et Hermès est cher. Tant que le risque relatif n'augmente pas par rapport aux autres valeurs du portefeuille, on se laisse porter, on se laisse porter. Parce que voilà, nous on pense que les taux vont être bas. Essayez de trouver aujourd'hui des valeurs d'aussi belle qualité que L'Oréal et Hermès, moins chères, ça n'existe pas. Donc on reste porté dessus. Et à l'inverse, quand une valeur, soit elle sort du top 200 dans nos classements, ou dont le risque relatif augmente, par exemple si une valeur fait un warning, à ce moment-là, on est obligé de couper tout de suite. Et bien, quand vous faites ça, vous laissez filer les gains le plus longtemps possible et ça vous oblige à couper vos pertes le plus rapidement possible. Parce que vous connaissez tous l'expression « pas vendu, pas perdu ». C'est ce qu'il y a de pire pour détruire un portefeuille. Donc voilà, c'est vraiment ce process en 4 étapes qui est très strict et normé, qui limite un peu le biais émotionnel de l'humain, qui permet d'avoir donc maintenant une performance des fonds en adéquation avec notre philosophie de gestion. Merci Louis. Je crois que vous me disiez aussi que vous aviez intégré des outils de screening digitaux. C'est nouveau ça? Alors c'est vraiment en amont pour chacun de nos fonds. Ce qui est très important, c'est qu'on a une base de données différente. Donc pour notre fonds Microcap France, on a une base de données d'à peu près 600 valeurs. Pour notre fonds Microcap Europe, on a quasiment plus de 900 valeurs, parce qu'on va aller travailler aussi dans les valeurs nordiques et dans le reste de l'euro. Et ce qui est important, c'est que voilà, on fait ces filtres de low vol, low beta, momentum, et on va uniquement s'intéresser au top 200. Comme ça, s'il y a des valeurs qui sont souvent très à la mode, qui ne sont pas dedans, on ne les regarde même pas, ça évite le biais humain. Rappelez, je pense qu'année dernière, tout le monde regardait des valeurs comme McPhy Energy dans l'hydrogène, c'était des valeurs très à la mode. Donc évidemment, elle était très bien classée dans le fil momentum parce que la performance boursière était très forte, mais le low vol, low beta, qui sont pour un tiers chacun de la note, était mal classé. McPhy Energy ne rentre pas dedans, on ne touche pas. Donc voilà, au moins,
nous, c'est un process qui est très strict et qui explique la performance. Voilà, et c'est ça ce qui est le plus important pour vous. C'est la performance, c'est quelque chose, mais c'est surtout que le discours et la réalité collent à ce que l'on vous vend. Voilà. On va poursuivre avec Louis. Du coup, de ce qui découle de ce que vous nous expliquez en termes de méthodologie, est-ce qu'on peut en savoir plus sur à la fois les positionnements géographiques et sectoriels de vos fonds et peut-être une idée de valeur pour illustrer ça aussi? Donc vous avez compris, quand on est plutôt ces filtres de Lovell, donc le bêta momentum, c'est plutôt des valeurs de qualité, donc où il n'y aura pas de valeur cyclique, donc on n'a pas de valeur automobile, pas de valeur matière première, pas de pétrole, pas de bancaire, pas d'assureur, donc c'est vrai que c'est des biais assez marqués, donc très qualité, donc on pourra avoir des valeurs technologiques très industrielles, donc des valeurs industrielles qui ont souvent des très fortes visibilités. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aime beaucoup, tout ce qui est la santé animale, tout ce qui est la digitalisation, tout ce qui est logistique, ça offre beaucoup de visiter, donc ça c'est des thématiques qui sont assez prégnantes chez nous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un peu une surpondération de l'Italie dans nos portefeuilles. Parce que les valorisations sont encore plus faibles que dans les valeurs du nord de l'Europe ou même que la France. Et surtout que l'Italie, avec Mario Draghi à sa tête en ce moment, a énormément développé des plans d'infrastructure, à la fois dans le digital et dans l'infrastructure. Donc c'est pour ça qu'on aime beaucoup une valeur qui est Salchef, qui vous ne devez peut-être pas connaître, mais qui est dans l'électrification et dans tout ce qui est rénovation ferroviaire, donc qui sont à la fois présents en Italie et aux États-Unis. Donc vous avez vu qu'il y a le plan d'infrastructure qui a été voté aux États-Unis, idéalement en Italie. C'est une société qui se paye 11 ou 12 fois l'EBITDA 2022 avec une très forte croissance, avec quasiment 5 années de visibilité. Donc ça, on aime beaucoup. Et sinon, pour revenir un peu sur la France, il y a une valeur qu'on aime beaucoup, c'est tout ce qui est santé animale. Vous avez vu qu'avec le Covid, maintenant, vous devez sûrement tous dépenser une fortune pour vos chiens et vos chats, même certainement plus que pour vos enfants. Donc voilà, une société comme Vetoquinol, Virbac, c'est des sociétés familiales que l'on aime beaucoup, avec beaucoup de visibilité, complètement décorrélées des différents signaux macroéconomiques. Donc ça, c'est des valeurs qu'on aime beaucoup. Hervé, pareil, je crois savoir que sur le fonds Europe, il y a un biais Suède et je trouve ça original et étonnant. Tout à fait, effectivement, c'est un tropisme qu'on a. La Suède est un petit peu un paradis de l'investissement. C'est un pays à la pointe en innovation technologique et en innovation de business model, si j'ose dire. Et l'esprit suédois fait que lorsque les sociétés ont une idée, elles réussissent très rapidement en fait en les convertir en des modèles économiques très performants et très générateurs de cash en fait. Donc pour nous, c'est réellement un paradis de l'investissement. Effectivement, la Suède, on en a plus de 25% dans le fonds Europe. Sinon, en termes sectoriels, on est très positionné finalement sur les sociétés qui construisent l'avenir un petit peu. Donc le monde digital, ça peut être des logiciels. On est également très présent dans les medtech. Dans les medtech, on est sur des sociétés très rentables. On n'est pas du tout sur du type biotech, medtech qui perd de l'argent et qui doit trouver un produit. Nous, chaque fois, le produit a été défini, il a son accès au marché. Et il y a une réelle démonstration commerciale qui a eu lieu et on voit qu'il y a des vrais trends en termes de croissance de chiffre d'affaires. Et nos sociétés, chaque fois, ont cette capacité en réalité à rentrer dans un marché et à venir le conquérir petit à petit. C'est assez mécanique. Et le troisième secteur où on est présent, c'est l'industrie, où on est souvent positionné sur des sociétés qui sont un peu les fournisseurs de pelles et de pioches à l'époque de la ruée vers l'or, en réalité. Donc typiquement, Zalando, par exemple, vous permet de commander des paires de chaussures le soir à 10h, d'être livré le lendemain à 8h. Eh bien, il faut mécaniser, il faut automatiser l'entrepôt-logistique de Zalando. Il y a des spécialistes qui permettent ça, on est positionné dessus. Et là où c'est très intéressant, c'est que quand Zalando fait 40% de croissance, la taille de son entrepôt va aussi croître de 40%, et son fournisseur d'automatisme va avoir une très forte croissance de son chiffre d'affaires également. Et on est positionné dessus, c'est ce qu'on aime. Merci. Don, pareil, c'est lié à ton parcours perso aussi, mais je crois qu'il y a des biais géographiques sur ton fonds. Et sectoriels aussi. Donc, c'est un vrai fonds par Europe. Donc, nous, on va chercher les belles valeurs avec le bon management et après, un peu plus moins que nous, mais qui sont aussi plutôt pas trop valorisés. Et si on trouve ça en Espagne, on va en Espagne. Si on trouve ça au Royaume-Uni, on trouve ça au Royaume-Uni ou au Norvège, etc. Donc on est assez flexible, on est assez souple.
Donc, ce que je veux aussi vous rappeler, c'est que la taille de la bourse européenne n'a rien à voir avec les économies européennes. Donc, le nombre de small mid-cap suédois, par exemple, il est plus important que la France et l'Allemagne combinées, en fait. Ça dépend où on met le curseur, donc c'est un marché très, très riche. Le marché au Royaume-Uni, il est 3 fois plus grand que le marché allemand en small mid-cap. Donc, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de choix dans ces pays-là, on trouve pas mal les idées. Si on met l'autre extrémité, l'Espagne, c'est une économie importante, mais les qualités, le choix de small mid en Espagne, il n'est pas très important. Donc, on n'a pas beaucoup de valeurs espagnoles, malheureusement. On voudrait bien avoir plus, mais on ne trouve pas trop. En termes de secteur, on privilégie les entreprises qui sont, d'une certaine manière, maîtres de leur propre destin. Donc, tout ce qui est très dépendant des effets macroéconomiques, donc le courbe de taux, comme certains financiers complexes, on n'y va pas trop. Les sociétés très dépendantes de matières premières, comme le minier, c'est pas vraiment notre domaine, on n'a pas une valeur ajoutée. Les sociétés très dépendantes de régulation, comme le telco et les utilities, on a un peu de mal aussi. Donc, ça veut dire que tous ces secteurs-là, on évite, ou on ne fait pas beaucoup. Et c'est plutôt le reste où on essaie de trouver un angle où on pense qu'on a un avantage compétitif. Peut-être une illustration, du coup, Don, sur c'est qu'il y a une grosse pondération dans votre fonds. Ouais. Donc, la dernière question que j'ai posée, j'ai totalement mal compris et j'ai très mal répondu. Donc, je vais essayer d'illustrer un peu mieux la philosophie de le fonds avec un exemple. Peut-être que je vais essayer de m'attraper un minimum. Donc, une partie importante de notre processus de gestion, c'est l'alignement d'intérêt. Donc, on cherche des sociétés qui sont cotées en bourse, mais où le management détient des titres en direct, où il y a une famille derrière qui est là pour le moyen terme et qui est là pour créer son enveloppe pour des actionnaires minoritaires. Donc, l'exemple que je veux donner, c'est D'Ieteren. Donc, c'est une société familiale. Et D'Ieteren, c'est un holding belge qui détient une activité que tout le monde ici connaît, c'est Carglass. Carglass, c'est une société d'origine sud-africaine qui D'Ieteren a acheté en 1999. Ils ont fait une OPA de la société qui était cotée en bourse à l'époque. Et c'est une société mondiale qui est présente dans une cinquantaine de pays et qui est dans pratiquement chaque pays où il est présent, il est leader au numéro 2. C'est une société en croissance par ce chiffre d'affaires et aussi croissance de son rentabilité chaque année parce qu'il est en train d'améliorer année après année son bénéfice par la méthode de self-help. Donc, société avec un bon alignement d'intérêt, société avec de croissance, société qualitativement bien parce qu'il domine il est très dominant dans ce métier, c'est le leader mondial, il a des avantages en termes d'achat de matière, de pare-brise, de relations avec des assureurs qui payent souvent le pare-brise, des avantages technologiques. Donc tout ça, c'est en avance par rapport à ce concurrent, une certaine qualité. Et notre point, c'est une société qui n'est pas trop connue comme ça, parce qu'on essaie d'éviter les sociétés très consensuelles, qui sont très mises en avant, que tout le monde a un portefeuille. Et le fait qu'une client m'a dit une fois, OK, finalement, j'ai compris ton process. En fait, tu aimes acheter des entreprises qui ne ressemblent à rien. Et il a un petit peu raison. C'est que Carglass, c'est une très belle activité, mais il est un peu caché parce qu'il est dans un holding. C'est un holding belge. C'est une holding qui ne parle pas beaucoup aux investisseurs. Donc, il y avait un peu de valorisation cachée là-dedans. Et sur le plan de valorisation, on arrive à acheter là une entreprise qui chaque année va croître 10-15% par an. Mais le fait qu'il est dans cette holding, on achète ça avec un gros de cote. Merci Don. Mais on va reparler des valorisations juste après. Du coup, pour finir, Sébastien, pareil, même travail, une idée ou deux des portefeuilles plutôt France, du coup, parce que je pense que comme on a fait le tour un peu des idées hors France, et peut-être pour enchaîner et gagner du temps, on évoque les valorisations, on en a commencé à en parler là depuis le début, mais l'idée c'est de savoir est-ce qu'on est dans une bulle ou pas, et est-ce que le potentiel il est encore devant nous. Et on reviendra en bout de table. Donc encore une fois, tu me gâtes sur les questions. Merci Stéphane.
Alors, pour revenir un peu sur les thématiques, dans le fond, dans notre fonds PME et moi dans le fonds France que je gère, c'est vrai qu'on cherche à constituer des poches donc assez équilibrées. Ce qui fait que par exemple on était absent de l'automobile et des équipementiers automobiles depuis très longtemps. Moi je crois que j'avais pu acheter une société d'équipementiers automobiles depuis 2014 ou 2015. On a profité du Covid et des valorisations pour en racheter un peu, et on a eu une deuxième chance là avec les pénuries dans le secteur, avec des valorisations qui sont tombés parfois à des niveaux qui sont que nous on juge anormaux sur des sociétés encore une fois qui sont leaders de leur marché, et avec des sujets notamment sur la motorisation qui vont qui vont les porter pendant de nombreuses années. Donc je pense à Plastic Omnium, je pense à Aquel. Donc nous on a reconstitué une poche, par exemple, on a toujours une poche un peu contrariant. Donc là effectivement on a beaucoup d'équipementiers automobiles et dans les choses qui sont où on voit plus de croissance, comme mes confrères ici, on aime beaucoup la digitalisation des process dans toutes les industries. Et il y a une valeur qui me vient en tête, c'est la digitalisation des process dans le retail. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que le retail a été la base de toute la distribution Internet avec Amazon. Et bizarrement, le retail est assez en retard dans sa digitalisation. Enfin non, pas bizarrement, parce qu'ils ont été un peu pris de court avec tout ça. Et donc la société, c'est SES Imagotag. Je pense que personne ici la connaît, ou pas grand monde. En réalité, vous connaissez tous ces produits. Quand vous allez faire vos courses, Monoprix, Franprix, Carrefour, etc., vous avez des étiquettes électroniques. Et bien 2 fois sur 3, ça va être une étiquette SES Imagotag. Donc là, c'est un truc qui est très commodité, hein. Donc ça, c'est vrai, mais en fait, ça permet. La principale fonction, c'est le changement de prix. Faut savoir qu'Amazon, par jour, ils changent plus de 2 millions de fois les prix sur leurs produits. Dans un magasin où vous avez des étiquettes papier, je parlais avec une société danoise qui est un peu un équivalent de Fnac. Pour le Black Friday, avant d'utiliser des étiquettes électroniques, pour changer leur prix, il leur fallait 5 jours. Aujourd'hui, il peut changer même plusieurs fois de prix par jour, ce qui est très important, parce qu'en fait, après, derrière, il y a de l'intelligence artificielle. Donc c'est pour ça que c'est plus que de la commodité, parce que la société vend derrière des services avec de l'analyse big data, etc. Donc il va lui dire, à 10h du matin, tu mets ces prix-là, à 12h, tu changes tes prix. Enfin, il y a un vrai yield dans les magasins. Et puis même d'autres services. Si vous avez forcément un Monoprix pas loin de chez vous. Monoprix, ils ont annoncé la semaine dernière qu'ils allaient mettre en place des petites caméras. Donc vous allez voir des étiquettes tous les 3 mètres linéaires. Vous allez avoir des petites caméras. En fait, ces caméras, elles scannent le rayon d'en face. Et notamment toute la gestion des stocks. En magasin, en retail, Amazon, c'est exactement quel produit il est en stock, où, etc. Dans le magasin physique, moi quand j'étais jeune, j'ai fait des inventaires dans les magasins, c'est une blague. Le magasin ne sait pas où sont ses stocks, etc. Donc ça, cette caméra-là va permettre de mieux gérer les stocks, de gérer aussi le rayonnage, c'est-à-dire qu'un produit manquant, vous n'avez plus de coca à un moment, ça coûte 5% du chiffre d'affaires d'un magasin quand il y a un produit manquant en rayon. Là, en temps réel, le gérant du magasin va avoir l'information, ce produit-là, il est manquant. C'est très important pour le retailer, mais pour la marque aussi. Vous savez que je ne sais pas si vous saviez, moi je ne le savais pas, Coca-Cola, ils payent des gens pour aller dans les magasins pour voir comment sont mis en avant leurs produits, etc. Donc voilà, SES est capable d'offrir tout ça, donc c'est une société franco-française. Alors, par exemple, ça se paye combien, SES ? Ça se paye 2 fois le chiffre d'affaires, donc c'est vrai qu'on n'est pas typiquement sur les sociétés value, on est sur une société qui affiche des croissances de chiffre d'affaires de plus de 40%. Tout à l'heure, Hervé parlait de levier opérationnel, c'est une société avec les services qu'elle est capable de proposer, qui va être aussi capable de monter ses marges. Et surtout, en fait, c'est une société, vous savez, on cherche tous un peu ça. On a des sociétés françaises qui sont ces fameuses licornes, ces boîtes tech, et qui arrivent à vendre leurs produits à l'international. SES Imagotag, on est vraiment là-dedans. La boîte vient de passer le 1 milliard de valorisation. C'est le leader européen dans les étiquettes électroniques. Et les étiquettes électroniques, aux États-Unis, on a 5% de pénétration. Les Walmart, etc., ils y viennent que maintenant. Parce qu'il y a différentes raisons. Il y avait une culture du everyday low price, en fait, dans les magasins. Donc, il n'y avait pas tellement de promos, pas tellement de changements de prix. Et là, force est de constater que le online a poussé le changement des habitudes. Un des acteurs. Sébastien, je crois qu'on est pris par le temps. Juste, peut-être, élément de valorisation, peut-être sur la globalité de vos portefeuilles chacun, rapidement, pour rassurer. Et puis derrière, les commerciaux seront aussi là pour tous les CGP qui sont dans la salle, qui souhaiteront poursuivre et aller plus en amont dans les fonds. Je continue. Sur la valorisation. Donc, sur les valorisations, aujourd'hui, on constate. Alors, nous, on est assez exposé small mid dans notre fonds qui est plutôt un fonds multicap. On est assez exposé small mid. Car on constate qu'il y a un retard.
les valorisations que j'aime bien regarder, c'est les book value. Donc en fait, on est sur des valorisations qui sont en ligne avec l'historique, en ligne avec les large cap. Alors généralement sur les small mid, on a plutôt des primes. Donc sur les valorisations, en fait, pour répondre clairement à la question que vous posiez tout à l'heure, Stéphane, nous on pense qu'on est dans des bonnes périodes d'investissement parce qu'en termes de valorisation, on est en ligne avec les niveaux historiques, alors que quand on repositionne dans le cycle, clairement on n'est pas en bas de cycle, mais on n'est pas en haut de cycle non plus. Tout à l'heure, je vous disais que les large cap, enfin pour moi le point d'inflexion, large versus small, c'est vraiment une histoire de croissance. Pourquoi les small caps historiquement font plus de performance? C'est parce que généralement il y a plus de croissance dans ces sociétés. Sauf que c'est pas vrai cette année.